Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h23, merci d'être avec nous. On poursuit le petit déjeuner de l'actu avec François Cuzet. Merci d'être avec nous. Bonjour, vous êtes historien, professeur de civilisation américaine à l'université de Nanterre, sociologue aussi, on peut le dire, pour ce livre Génie du confinement aux éditions L3L éditions. Oui. Génie du confinement, alors il y a plusieurs génies, c'est ce que vous décrivez, le malin génie, le génie rusé, le génie nébuleux, on va décrire tout ça. Et puis alors, il y a des réflexions à travers ces 9 histoires, il y a 9 petites histoires. Il y en a une qui est quand même assez exceptionnelle, c'est les pipelettes de l'apocalypse. Donc, qu'on voit un peu partout sur les plateaux de télé. J'imagine que vous avez été inspiré un peu par ça, non ? La fin du monde, effectivement, ça en fait parler beaucoup. Non, bien sûr, depuis. D'ailleurs, on n'a pas attendu la pandémie ni le confinement pour qu'on nous parle de fin du monde. Mais j'en ai eu un peu assez, effectivement, comme beaucoup de gens, d'entendre que la fin est pour bientôt. Donc je me suis un peu moqué. Naufragienne psy, désastriste anarchisant, collapsologue ancien séminariste, écroulogiste. Alors ça, j'avais pas. Écroulogiste, statisticien, parce que c'est vrai qu'on a tous autour de nous un statisticien qui nous informe sur tous les chiffres. Il les connaît mieux que parfois les spécialistes. Et puis une confinée aussi qui est un petit peu perdu, qui vient témoigner. À travers ce livre, qu'est-ce que vous avez voulu nous faire prendre en compte et nous faire prendre conscience de quoi finalement ? Vous qui êtes historien et avec un côté sociologue. D'abord, c'est vraiment un exercice d'écriture. Donc, complètement. Comme on a le nez sur le guidon plus que jamais depuis que cette pandémie a commencé, et que j'ai voulu nous projeter à la fois dans le long terme, c'est-à-dire après la pandémie, et en même temps essayer de revenir à ce qui nous est arrivé, aux humeurs qu'on a ressenties en mars-avril. Parce que finalement, les reconfinements, c'est l'inverse du confinement. Là, on en a marre, on n'en peut plus, il y a une lassitude, une souffrance générale. Mais il y a eu, dans les premières semaines, beaucoup de souffrance aussi. On était tout à coup coincés, plus de boulot, mais également un effet de soulagement, une sidération, un étonnement. Et quand on écrit ou quand on réfléchit, l'étonnement, c'est finalement le meilleur objet à explorer. Donc j'ai voulu revenir sur cet étonnement qu'on a oublié. On a complètement oublié mars 2020. On a beau le fêter aujourd'hui, on ne sait plus ce qu'on pensait. Alors, oui, justement, on pose cette question, nous, ce matin. Qu'est-ce que vous retenez ? Comment vous avez été marqué de l'anxiété, de la peur, de la colère ou des bons souvenirs ? Et globalement, c'est la colère qui revient en tête, mais il y a aussi les bons souvenirs. Ça revient quand même aussi beaucoup, Cécile. Oui, ça revient beaucoup, justement. Moi, je voulais voir avec vous, c'est quand même une expérience commune, puisque vous le dites, 4 milliards dans le monde ont été confinés quasi en même temps. Et vous faites d'ailleurs cette chronologie dans les premières pages, où au fur et à mesure, vous décrivez les pays qui ferment les uns derrière les autres. Et c'est jamais connu. Et finalement totalement commun à la planète. Alors, je dis même à un moment, c'est un peu choquant, mais que finalement la seule expérience comparable en termes d'ampleur, de part de la population mondiale touchée, de précision de ce qu'on ressent exactement pareil dans toutes les cultures, c'est une guerre mondiale. C'est ça. Sauf que c'est l'inverse d'une guerre au sens où il n'y a pas de bataille, il n'y a pas d'escarmouche, il n'y a pas de bruit de bottes, il y a ce qu'il y a par contre. Et il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie, clairement, il y a des pouvoirs qui sont vraiment aux fraises, mais ce qu'il y a en revanche, c'est un état de peur et un ennemi totalement invisible, au point que beaucoup de gens se disent, se sont dit, et on continue à se dire, vraiment existe-t-il ? Et puis surtout, est-ce que ça vaut la peine de tout arrêter, de se faire un cauchemar pour les 10 ans qui viennent, face à un ennemi qu'on ne voit pas, même s'il tue, on apprend qu'il tue, mais enfin beaucoup ne le voient pas. Donc voilà, j'ai voulu revenir sur cette sidération-là du début, et je crois qu'on a tous, après, nos souvenirs, nos réflexions. Je dis que c'est des noisettes pour l'avenir, en fait. Ce qui nous est arrivé là, c'est ça. Oui, c'est ça. On va pouvoir en profiter, mais pas maintenant. Là, mais il y a un côté irréel quand même, ça reste totalement irréel. C'est-à-dire que beaucoup de gens se disent, mais est-ce qu'on avait vraiment vécu ça ? Est-ce que vous le dites, on se souvient plus, on se dit, mais est-ce que finalement on l'a rêvé ou c'était la réalité ? C'est le tout dernier texte, l'espèce de petite nouvelle de science-fiction. Il y a donc c'est un vieux qui raconte le 21e siècle, et puis sa petite fille lui dit, mais grand-père, est-ce que ça veut dire qu'on est dans un cauchemar et qu'on ne sait pas si on va se réveiller ? Et il lui dit, il vaut mieux faire cette hypothèse, qu'on est dans un cauchemar, qu'on ne sait pas si on va se réveiller, et améliorer le cauchemar, se sentir libre et puissant à l'intérieur du cauchemar, faire venir tous nos copains dans le cauchemar, parce qu'on risque bien de ne pas se réveiller. Oui. C'est ça. Ça a été ce confinement imposé pour certains, moment de désœuvrement, bien sûr, dans un premier temps, moment de panique aussi, de crise et de peur. Et puis, pour d'autres, générateur quand même d'idées, d'initiatives. Qu'est-ce qui l'emporte finalement ?
en fait, c'est vraiment un effet de vide. Ce qu'il faut imaginer, c'est un effet de siphon. C'est-à-dire que tout ce dont on nous avait dit que ça ne s'arrêterait jamais, la production, la consommation, le travail stressant, le voyage dans tous les sens, les déplacements, la pollution même, a été suspendu d'un coup. D'un coup, et pendant assez longtemps, 2 mois, 2 mois et demi, c'est quand même beaucoup, puis ça a recommencé. Cet effet de suspension, en fait, mon hypothèse, c'est que ça a rouvert des possibles. C'est-à-dire qu'on s'est dit, en fait, si on peut avoir un travail qui fait sens ou pas de travail, plutôt qu'un travail aliénant qui n'a pas de sens, si on peut être plus heureux chez soi qu'en faisant du tourisme dans des pays lointains qu'on pollue et saccage, si on peut vivre sans consommer ni voir des amis tous les soirs, on peut réenvisager tout autrement. Voilà. Donc, évidemment, ce message-là, au moment où la pandémie n'en finit plus et où un 3e confinement est possible, non, il est clair, mais il est inaudible. Il est inaudible, c'est-à-dire qu'il est, voilà, il est un peu choquant. Mais il y a besoin de perspective, quoi. Donc, et aujourd'hui, on a du mal à en avoir, quoi. C'est ça, même avec tous ces repères que vous venez d'évoquer. On est obligé, parce que finalement, la grande peur de tout le monde, c'est pas seulement de mourir de la pandémie ou d'un nouveau confinement, c'est qu'on revienne exactement au monde d'avant, avec toutes ces impasses et ces horreurs, à la minute où cette pandémie sera déclarée terminée. Donc si on veut éviter ça, je ne sais pas qu'il faut lire mon livre, mais en tout cas, il faut réfléchir à ces choses-là. Enfin, il y a des prises de conscience, pardon. Il y a des prises de conscience, parce que vous dites qu'on s'est rendu compte qu'on avait un chez-soi. Par exemple, qu'on avait un intérieur, qu'on avait, habitude, on rentre, on sort, on s'en rend pas compte. Alors, je suis vraiment pas casanier. Moi, j'ai tendance à le fuir, mon chez-moi, comme beaucoup de gens. Et en fait, il a suffi qu'on soit obligé d'y rester cantonné pour le découvrir. Pour en faire non pas une sorte d'hôtel où on passe de temps en temps pour des raisons logistiques, mais un lieu qu'on peut habiter, qu'on peut essayer d'habiter un peu mieux, même s'il y a eu pas mal de promiscuité. On sait, il y a des divorces que l'on évoquait à l'instant avec Shiva Shafi qui nous disait de parents épuisés que évidemment ça recréait des situations parfois un peu explosives qui n'existaient plus parce que comme vous le disiez, on passait, c'était un petit peu l'hôtel, sauf que là on était verrouillé dans sa chambre, quoi. Là aussi, moi, ce qui m'amuse, c'est à ce moment-là d'opposer l'histoire exactement inverse qui a eu lieu aussi, et fréquente, qui est, les jeunes amants qui viennent de se rencontrer, juste avant. En général, on ne s'installe pas, on ne va pas vivre ensemble tout de suite, on prend son temps. Là, on l'a fait, puisque c'était soit être entièrement seul, soit essayer quelque chose avec la nouvelle personne. C'est ce qu'ils ont fait. Et puis, ça a accéléré aussi, forcément, nos compétences numériques, parce que qui dit pas de numérique, pas de confinement, ça aurait été un petit peu compliqué, et beaucoup se sont justement mis dedans, parce que il y avait quand même une France qui était déconnectée à la base. Alors d'abord, rappelons la fameuse fracture numérique, c'est-à-dire que entre les personnes âgées qui ont beaucoup de mal avec ça, ceux qui le refusent pour des raisons morales ou politiques, ou ceux qui n'avaient pas de réseau, et ceux qui sont mal connectés ou électrosensibles, ça fait quand même beaucoup de victimes, beaucoup plus nombreux que le nombre de morts du Covid. Ensuite, moi, c'est l'un des aspects vraiment politiques de ce livre et de cette réflexion, c'est que les grands profiteurs de cette affaire, c'est les géants du numérique, soutenus par les pouvoirs politiques et médicaux, mais le vrai danger, il est là. Il est qu'ils ont pris 10, 20 ans d'avance en 6 mois. Et vraiment, c'est-à-dire qu'ils ont mis un pied dans la porte et que désormais on ne peut rien faire sans eux. Alors d'ici à ce que on ait un passeport numérique, ça y est, c'est parti. Qui sera un passeport sanitaire, mais avec une puce numérique, ça veut dire que là ils auront vraiment bouclé nos existences du début à la fin. Là, le vrai danger, il est là. Il est beaucoup plus là que dans la crise économique. Et ça a alimenté, on va le voir dans un instant aussi, beaucoup, énormément d'idées, de délires pour certains, et puis le complotisme, quoi. C'est ce qu'on va voir dans un instant. L'infodémie, comment on dit. Non, mais c'est absolument, oui. Dans un instant avec vous, François Cusset, le génie du confinement. Ça sort tout juste aujourd'hui. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Et vous nous appelez 0826 300 300. A tout de suite. C'est le Sud Radio jusqu'à 10h. Il est 9h32. 9h35, merci d'être avec nous. Ce livre à lire absolument, Génie du confinement, avec François Cusset ce matin. Vos appels, 0826 300 300 pour échanger. D'ailleurs, on va y aller d'ailleurs en Nouvelle-Aquitaine directement avec Didier qui nous appelle. Bonjour Didier. Bonjour Didier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous, que vous rappelle le 17 mars et ce confinement qu'on a vécu, ce premier confinement? Moi, le 17 mars, donc c'était plutôt un petit peu avant. Ouais. On était au Maroc avec des amis, on se promenait, etc. Et le 13 mars, quand on est rentré à Ouarzazate, on a appris qu'il y avait le confinement pour le 17. Donc nous, on devait rentrer donc le samedi 14, donc ça posait pas plus de soucis que cela, quoi. Ouais.
Si ce n'est que le samedi matin, quand on s'est présenté à l'aéroport de Ouarzazate, la compagnie qui devait nous rapatrier sur Bordeaux nous a pas envoyé d'avion. Ah. Personne au bureau, personne. Voilà, ils avaient annulé tous les vols. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés sur leur lieu de vacances sans pouvoir rentrer pendant des semaines. Donc, moi j'ai pris l'initiative tout de suite. On était avec des amis. Bon, il y a un peu de stress et tout ça. Bon. De rentrer à pied. Non, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. non. On a appelé l'ambassade. Bon, c'est très difficile à les avoir parce que je crois qu'il y avait plus de 100 000, 130 000 Français au Maroc, un truc comme ça. C'était bon, voilà. Et j'ai réussi à avoir le dimanche matin l'ambassade. Qui m'ont dit il y a un vol qui doit arriver sur Ouarzazate de Ryanair, donc nous on était sur Ryanair de toute façon. Et quand on est arrivé à l'aéroport, le Ryanair ne voulait pas nous prendre. L'avion était à moitié vide, mais il ne voulait pas prendre les gens qui étaient en attente depuis la veille. Donc vous êtes resté encore un peu. Non, on n'est pas resté encore un peu, parce que j'ai réussi à avoir contact avec le directeur de l'aéroport, on a discuté, on a négocié, et grâce aux autorités marocaines, ils ont bloqué l'avion pour qu'on puisse se monter dedans. Donc la négociation a duré 5 heures, je crois, un truc comme ça. Donc on est parti que l'après-midi, mais ça a négocié dur, et Ryanair n'a jamais voulu ouvrir sa billetterie, donc c'est les Marocains qui ont été obligés de tout faire à la main. Pour voir le nombre de places, etc. Et le dimanche soir, on s'est retrouvé à Marseille. On a réussi à prendre l'avion, etc. Donc voilà. Et à Marseille, pour revenir sur Bordeaux, Ryanair nous a dit non, il n'y a pas de vol, il n'y a rien pour vous, débrouillez-vous, quoi. Donc, et on est parti sur une autre compagnie qui ont été super sympas. Et qui nous ont fait des prix super sympas et qui ont réussi à nous ramener à Bordeaux. Et eux, aujourd'hui, un an après, du coup, vous en gardez quoi? Finalement, c'est un bon souvenir quand même, malgré tout? C'est un bon souvenir. Moi, je reste en colère contre la compagnie qui nous a laissé en plan parce qu'il n'y avait aucune raison, quoi. Ils ont perdu des clients là, mais le reste, non, c'était des bons souvenirs. Moi, j'ai l'habitude de voyager en Afrique et d'avoir des contretemps aux frontières, etc. Ça m'a pas traumatisé plus que ça, quoi. Didier, merci de votre témoignage. Restez avec nous. C'est vrai qu'il y a eu, et vous l'évoquez de temps en temps d'ailleurs dans ce livre, à travers vos histoires, il y a eu un système qui s'est mis en place de la débrouille dans ces premiers temps, quoi. Moi, ce que je retiens de l'histoire de Didier, je suis désolé de dire ça, Didier, mais en soi, c'est assez banal de faire un voyage au Maroc, d'aller voir Ouarzazate, c'est très beau, etc. Mais quand on entend cette histoire un an après, Ouarzazate, Bordeaux, Ryanair, ça a l'air plus exotique qu'un voyage sur Mars. Oui. Non, mais c'est vrai. Tellement, effectivement, le tourisme, les vacances, surtout les vacances sans fin, là, comme ça, sont quelque chose dont on a perdu la notion, quoi. Surtout qu'on se rend compte que du tout est possible, rien n'est possible. Oui, et puis effectivement, là, après, il faut se débrouiller, il faut joindre les deux bouts, il faut rentrer à pied ou à la nage, parce qu'il y a plusieurs gens. Donc c'est aussi ça, c'est là, tout à coup, on re-hiérarchise autrement, il y a une priorité, vous vous débrouillez, le reste est moins important, quoi. Et ça a entraîné des réflexions sur soi-même, sur sa façon de vivre, ce que vous disiez tout à l'heure, et aussi sur l'information, parce que les gens désœuvrés un peu chez eux, qui ont mené parce qu'il y avait quand même toujours Internet qui fonctionnait. On a eu peur à un moment donné qu'il y ait des ruptures, bien sûr, de débit, etc. Et là, tout a mouliné, quoi. La bonne information, la mauvaise information, difficile d'ailleurs de savoir ce qui était bon et pas bon, quoi. Alors là aussi, on parlait de cette infodémie, c'est-à-dire qu'il y a eu une inflation de théories du complot, de fake news, de trucs délirants, et puis l'info, elle, plus fiable, telle que celle que vous diffusez, elle-même n'était pas sûre, parce qu'on était sûr de rien, on ne savait pas ce qui allait se passer la semaine d'après, on ne comprenait pas les mesures prises un peu à la va-vite par les gouvernements. Donc oui, on était et on est toujours dans un flou. Et on est toujours, délirant, c'est ça, on est toujours, quoi. Par exemple, si sur l'origine de la pandémie en tant que telle, il y a toujours des doutes, quoi. On se dit oui, c'est venu sans doute des chauves-souris, etc. Mais comment, d'où c'est parti, tout ça, on est encore en plein mystère. Il y a vraiment une leçon d'humilité dans cette affaire, c'est-à-dire que tout ce qu'on nous disait certains ne l'est pas, le capitalisme qui ne s'arrêterait jamais s'est arrêté subitement, une maladie qui est en fait quelque chose de censé être pas grave tue et arrête la planète, et puis on se rend compte à cette occasion que c'est le monde qui est malade en vérité, plus que quelques personnes. Mais on se retrouve face à la réalité du travail scientifique, c'est-à-dire pas de vérité absolue, ça peut changer
changer, ce qui est le cas un jour peut changer le lendemain. Donc ça, on n'y était pas vraiment habitué. Ça nous rappelle cette chose que certains savaient, mais que voilà, on découvre tous, c'est que le savoir scientifique est d'une part en évolution, très incertain lui-même, et ensuite soumis à des pouvoirs. C'est-à-dire que le savoir scientifique, il est financé par des entreprises privées, aidé par des gouvernements, coopté par des gens. Donc il y a aussi ça. Le problème, c'est ça, c'est qu'actuellement, ce qu'on voit, c'est non pas un conflit d'intérêts, mais une convergence entre les structures pharmaco-médicales très très puissantes, les États qui prennent des mesures liberticides, et des scientifiques au milieu qui tentent de faire leur boulot. Donc effectivement, tout ça c'est presque le régime de l'opinion. Non, mais c'est ça. D'où ce qui se comprend très justement de ce que vous avez dit tout à l'heure, la manipulation potentielle, mais de se dire que finalement, le monde va être géré aujourd'hui par quelques grosses multinationales structures que sont les GAFA d'un côté et les labos, quoi. Ouais. Ça, on peut comprendre que certains, du coup, pensent que quand il y a du complotisme, etc., mais il est alimenté par ça, en fait, oui, parce que naturellement, quoi. La grande peur politique pendant ce que un peu les anarchistes disaient tous, et ils avaient un peu raison, c'est que les gouvernements qui prennent ces mesures-là sont des dictateurs et qu'on est effectivement en dictature politique. En vérité, le pouvoir, il n'est pas du côté des gouvernements. On voit bien en France à quel point ce gouvernement est toujours à la traîne, toujours derrière, et c'est partout pareil. Le pouvoir appartient effectivement à cette espèce de monstre à deux têtes, qui est d'un côté les géants du numérique, de l'autre les géants de la pharmacie, qui d'ailleurs, ça fait une double camisole, chimique et digitale. C'est là qu'est le pouvoir, et surtout, c'est là qu'ils en ont pris beaucoup du pouvoir depuis un an, quoi. Il aurait fallu lâcher les vaccins, justement. Il aurait fallu dire, ça tombe dans le domaine public. De toute façon, parce que le fait qu'il y ait un profit économique possible sur les vaccins est évidemment un truc dramatique. Là, pour le coup, on manque de recul. Faut se souvenir que le sida, qui a quand même tué 35 millions de personnes depuis 40 ans, à un moment, il a été possible, par la trithérapie, de guérir des gens en Afrique par millions. Un grand laboratoire, qui d'ailleurs aujourd'hui fait un vaccin pour le Covid, s'y est opposé. Au bout d'un an, l'ONU et l'OMS l'y ont obligé, mais en un an, des millions de gens sont morts. Donc on sait que le profit économique tiré d'un vaccin ou d'un traitement médical tue. Donc oui, il aurait fallu le mettre dans le domaine public. Allez, autre témoignage, 0826 300 300, François Cusset, avec vous, le génie du confinement, c'est Christian. Qui nous appelle de l'Aude. De l'Aude. De l'Aude, voilà. Oui, de l'Aude. Bonjour Christian. Bonjour Christian. Bon, j'habite dans le pays, à Esfezel, dans le pays de Sceaux de l'Aube. Ah oui. Oui, aux confins du royaume d'Aragon. C'est la capitale de la célèbre pomme de terre du pays de Sceaux. Bon, et alors quel souvenir vous avez, vous justement, chez vous, de ce premier confinement ? Le premier confinement, nous ne l'avons pas trop mal vécu. Nous avions simplement une contrainte pour remplir les imprimés, pour se déplacer, ainsi de suite. Bon, mais nous n'avons pas été tellement contraints. Nous avons commencé à porter des masques, pas dans la rue, mais dans les commerces, parce que dans les commerces, c'est obligatoire. Mais étant donné l'importance du territoire, car nous sommes 17 communes sur tout un canton, pour 1500 habitants, nous avons largement la place de nous retourner. Donc, le confinement n'a pas tellement existé chez nous. Oui. Vous pouviez sortir de chez vous, vous aviez le jardin, le potager, j'imagine, Christian. Exactement. Par contre, ce qui m'a toujours contrarié, c'est qu'en France, nous avons le célèbre Institut Pasteur de renommée mondiale depuis plusieurs siècles. Je suis vraiment surpris que ce ne soit pas l'Institut Pasteur qui a fabriqué les vaccins. C'est quand même scandaleux. En ce qui concerne les vaccins, il y a tellement de noms bizarres, de noms étrangers, et à la polémique actuelle existante, nous ne savons pas sur quel pied danser. La population a été vaccinée à environ 80%, mais les 20% restants sont sceptiques, ne savent pas trop quoi faire, et nous sommes dans 80%, oui, globalement, sur tous les autres vaccins. Oui, ça, ce sont les sondages, 80% favorables à la vaccination en général, et puis 20% de sceptiques. Merci pour votre témoignage, Christian. C'est vrai, François Cusset, beaucoup ont redécouvert aussi qu'il y avait des vertus, justement, d'habiter à la campagne, dans des zones, en tout cas, moins denses, parce que l'urbanité était à fuir pendant ce confinement, Il y a eu une sorte d'inversion de la fameuse fracture territoriale, parce que là, tout à coup, habiter en centre-ville, même s'il faut être beaucoup plus riche pour le faire, était
nettement plus pénible que d'habiter à la limite d'une petite ville avec effectivement plus d'espace pour survivre et se promener. N'oublions pas aussi de l'absurdité des mesures policières et des pouvoirs politiques, parce que à cette époque-là, se promener sur un chemin désert ou sur un chemin côtier, on avait 3 hélicoptères de police, impossible. un hors-bord et on se prenait une amende, ce qui est cocasse, sinon délirant. Oui, complètement. Merci beaucoup, le génie du confinement, François Cusset. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Plein de petites histoires. Vous verrez, c'est drôle. Moi, je vais rester beaucoup sur les pipelettes de l'Apocalypse parce que. Je demande pourquoi. J'ai l'impression, oui. Et puis regardez bien dans ce livre, parce qu'en 2027, il va se passer quelque chose. Oui. Voilà. L'avenir est écrit là-dedans. Je laisse un teasing. C'est un historien qui vous dit ça. Exactement. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Lisez-le, ça va vous faire marrer.